il a 32 ans. Il est ingénieur civil des mines, ancien élève de Sciences Po. Il est le beau-frère d'André Citroën, ce qui lui vaudra dans la clandestinité, parce que les résistants n'étaient pas des gens figés, ils avaient de l'humour et une certaine joie de vivre, des pseudonymes qui sont Talbot, Cadillac, c'est-à-dire des pseudonymes qui renvoient à l'industrie automobile. Bon. Et cet homme qui donc est, je dirais, béni des dieux, qui fait partie de la grande bourgeoisie parisienne, qui a une vie facile, on peut dire, jusqu'en 40, qui est un armateur, donc quelqu'un qui arme des bateaux et qui les fait naviguer. Cet homme-là est mobilisé en 40, il est blessé le 12 juin 1940, décoré de la Croix de guerre pour son comportement au combat, fait prisonnier par les Allemands et, premier élément de désobéissance, il s'évade, il échappe aux Allemands. Mais il ne se contente pas de ça, à peine a-t-il échappé aux Allemands qu'il essaie de gagner l'Angleterre. Et il va gagner l'Angleterre, il arrivera à Londres le 18 juillet 1940, après un périple qu'il a fait passer par Gibraltar. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut bien traverser l'esprit d'un homme riche, qui aime la vie, qui n'a pas de difficultés particulières, pour qu'il quitte tout à coup tout ce qu'il a pour aller à Londres? Eh bien, par chance, on a la réponse, ça c'est très rare, parce que de Gibraltar, il a écrit une lettre aux autorités britanniques. Et dans cette lettre, il dit ceci, alors je traduis d'abord parce que mon accent anglais n'est pas très bon, et deuxièmement, ce sera peut-être plus clair, mais il dit ceci aux Britanniques. « Je suis là, échappé sain et sauf de la terre nazie, et prêt à rejoindre l'Empire britannique et à combattre Hitler jusqu'à sa fin. J'ai perdu tout ce que j'avais, mon argent, pas un sou en poche, mon travail, ma famille qui restait en France et que peut-être je ne reverrai jamais, mon pays et mon Paris adoré. Mais je reste un homme libre dans un pays libre et cela compte plus que tout. » Et quand il arrive à Londres, il apprend qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le général de Gaulle. Alors il va voir les services de la France libre, et là on est ravis parce qu'on voit arriver un armateur, un spécialiste des bateaux. Et on lui demande à lui, qui est venu pour se battre physiquement, de mettre au point tous les services de la marine marchande de la France libre. Et voilà Bingen qui, à son corps défendant, va pendant 2 ans, 40 à 42, faire naviguer les navires marchands de la France libre. Mais il se morfond dans cet emploi, alors qu'il est très important, parce que c'est capital d'assurer ce service. Il se morfond et en 1942, il demande à être versé au service dont vous avez parlé, qui s'appelle le BCRA. Et alors, il va devenir le chef des affaires militaires du BCRA, c'est-à-dire qu'à partir de 1942, cet homme-là va recevoir tous les résistants importants qui viennent de France. Il va faire des débriefings, c'est-à-dire discuter avec eux. Ça veut dire qu'en 1942, il est très certainement l'un des meilleurs connaisseurs de la résistance intérieure française, alors qu'il a quitté le pays en juin 1940. Mais ça ne lui suffit encore pas, il est venu pour se battre. Et il fait la connaissance de Jean Moulin, avec qui il sympathise, et il demande instamment, de façon réitérée, à partir en France pour seconder Jean Moulin. Et finalement, il obtient gain de cause, mais il obtient gain de cause, j'allais dire trop tard pour seconder Moulin, puisqu'il est parachuté en France dans la nuit, enfin pas parachuté, déposé, dans la nuit du 15 au 16 août 1943. Donc plus d'1 mois, 2 mois pratiquement après l'arrestation de Jean Moulin. Et alors en France, cet homme qui connaît donc intimement la résistance sans l'avoir jamais fréquentée, va devenir, je schématise, mais un des successeurs de Jean Moulin. Il va être délégué général. C'est dans ses fonctions de délégué de zone sud qu'il va être arrêté en mai 1944 à Clermont-Ferrand, et arrêté à Clermont-Ferrand, il se suicide avec la pilule de cyanure qu'il avait sur lui. Donc il la croque, et le 13 mai 1944, Jacques Bingen meurt pour ne pas parler sous la torture des Allemands. Alors est-ce que Jacques Bingen a été un homme oublié? C'est pas si simple que ça, pourquoi? D'abord parce que pendant la guerre, le général de Gaulle lui a marqué son estime en lui décernant la Croix de la Libération. Pour ceux qui ne le savent pas, la Croix de la Libération, c'est une distinction très rarement accordée. On l'a accordée à 1036 personnes à titre individuel, et Jacques Bingen a été fait compagnon de la Libération. Et il a été fait compagnon de la Libération, fait extrêmement rare, avec une lettre manuscrite que le général de Gaulle lui a fait adresser en France. Et cette lettre disait ceci:
Et quand on connaît le général de Gaulle, qui disait-on ne déposait jamais son armure, c'est une lettre d'une grande chaleur. Mon cher ami, je suis très heureux de vous faire apporter la croix de la libération qui vous a été décernée et que vous méritez si bien. Plus que jamais, je vous tiens pour un compagnon avec tous les prolongements que comportent le mot et la chose. Croyez à mes fidèles et profondes amitiés, Charles de Gaulle. La lettre est du 31 mars 1944, on l'a fait passer en France, mais Jacques Bingen n'a jamais lu cette lettre, parce que les aléas de la clandestinité ont fait qu'il est mort avant de pouvoir en prendre connaissance. Alors après-guerre, on a honoré la mémoire de Jacques Bingen, on a donné son nom à un navire, on a frappé un timbre dans la collection Héros de la Résistance dédié à Jacques Bingen, etc. Donc on ne peut pas dire qu'il ait été oublié, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'au fil du temps, petit à petit, son souvenir s'est érodé comme celui de milliers et milliers de ses camarades.